faux. Je n'accepte pas ça. On ne peut pas se dire que le musée de l'immigration est le lieu qui permet de raconter le temps long de l'histoire de l'esclavage. Et donc je pense qu'en France, et notamment en Hexagone, il nous manque un endroit physique qui nous permette de raconter cette histoire. Et donc c'est un de mes objectifs en tant que directrice de la Fondation, c'est que lorsqu'on signera nos prochaines conventions avec l'État, on puisse inscrire la création d'un musée futur. Et je vous ai dit des choses, vous ne vous rendez pas compte, c'est tellement pas officiel, mais faites avec, c'est trop bien. Allez-y, allez-y. Ça va peut-être faire bouger les lignes, hein, qui sait. Clac. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Je m'appelle Aïssata Seck, je suis directrice de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Je préside également une association pour la mémoire et l'histoire des tirailleurs sénégalais. Et à côté, je suis conseillère régionale d'Île-de-France. Pourquoi est-ce important de travailler sur la mémoire de l'esclavage? Tout simplement, ça fait partie de notre histoire, ça fait partie de l'histoire de France. C'est une histoire qui a touché des millions de personnes. La France a été un des pays qui a mis en esclavage des milliers de personnes. Aujourd'hui, parler de l'histoire de l'esclavage, c'est aussi parler de la question des héritages, d'expliquer aussi pourquoi on a cette France aussi diverse et variée, pourquoi il y a des Noirs en France, par exemple. On sait qu'une partie de la population noire est issue directement de l'histoire de l'esclavage. C'est aussi transmettre l'histoire de France, c'est aussi mettre en avant les Outre-mer et les pays qui ont été directement concernés par cette histoire. C'est un des moyens qui nous permet de lutter contre le racisme et les discriminations, et notamment contre le racisme envers les personnes noires. Avez-vous des retours sur l'enseignement effectué sur la mémoire de l'esclavage à l'école? Je pense qu'on n'en parle pas assez à l'école, je pense qu'on n'en parle pas assez dans les médias, alors qu'on a des films, des documentaires qui racontent cette histoire. Et aujourd'hui, avoir une fondation pour la mémoire de l'esclavage et une institution comme la nôtre permet de mieux transmettre cette histoire. Moi, j'ai participé à la création de cette institution nationale qui est née de la loi Taubira. La loi Taubira a été votée à l'Assemblée nationale en 2001 et la Fondation pour la mémoire de l'esclavage a vu le jour 18 ans après. Donc c'est très, très long. Et dans cette loi, il est inscrit qu'on doit mieux enseigner l'histoire de l'esclavage à l'école. 18 ans après, quelques efforts ont été faits, mais pas assez à mon sens. On a encore beaucoup de choses à revoir sur la place de l'histoire de l'esclavage à l'école et mieux l'enseigner. Je voulais savoir si vous aviez des projets à venir. La Fondation a beaucoup de projets. Le premier temps pour nous, c'est le temps des mémoires qui commence au mois d'avril pour la Fondation. 27 avril, date d'abolition de l'esclavage en 1848. Qui se termine au mois de juin avec les dates de commémoration locales en Guyane et qui se poursuit au mois de décembre avec les commémorations à La Réunion. Et ensuite, sur les gros projets de la Fondation, on aimerait faire beaucoup de choses. Avoir une première grande exposition en France qui raconterait l'histoire de l'esclavage sur un temps long. Une exposition qui aura lieu, on l'espère, au Grand Palais. C'est un lieu extrêmement prestigieux pour nous parce que ça serait une première en France et ça verra le jour, on l'espère, dans 2 ans. Et on a surtout le gros projet de décentraliser la commémoration du 10 mai. La prochaine cérémonie aura lieu à Brest. Et pourquoi Brest? Parce que c'est un lieu qui a été concerné par cette histoire. C'est un lieu où il y a une très belle sculpture qui va célébrer ses 10 ans. C'est un lieu où est passé Toussaint Louverture, une des figures héroïques des résistances à l'esclavage qui est d'origine d'Haïti. Et cette année, on est sur une année extrêmement importante. On commémore le bicentenaire de l'indemnité d'Haïti, le 17 avril. Et c'est une indemnité qui a été imposée à l'époque aux Haïtiens pour qu'ils puissent avoir leur liberté. Pouvez-vous nous expliquer la différence entre le 10 mai et le 23 mai? En France, on a 2 dates de commémoration nationale qui sont inscrites dans le calendrier des commémorations. Et pour transmettre l'histoire de l'esclavage et la mémoire de l'esclavage, on a une date qui est celle du 10 mai, qui est une commémoration de l'abolition de l'esclavage. Et le 23 mai, on organise des cérémonies qui rendent hommage aux victimes de l'esclavage. Et il est important que les collectivités, que les écoles, que les structures d'éducation populaire se saisissent de ces 2 dates pour rendre hommage aux victimes de l'esclavage, mais aussi pour parler de l'abolition de l'esclavage.
Nous sommes au courant d'une inauguration future sur Paris d'un mémorial. Est-ce que vous avez des infos sur ce sujet? C'est un mémorial de nom qui rendra hommage aux victimes de l'esclavage qui ont été libérées en 1848. Et donc c'est un mémorial où on aura 225 000 noms de personnes qui ont été mises en esclavage et qui ont été libérées en 1848. Donc on aura des noms de Guadeloupéens, de Guyanais, de Réunionnais, de Martiniquais, de Sénégalais aussi, parce qu'il y avait quelques Sénégalais qui ont été concernés à l'époque de l'abolition en 1848. Et ce mémorial verra le jour dans un lieu extrêmement prestigieux parce que ça sera dans les jardins du Trocadéro, juste derrière la place de la Liberté qui est juste à côté du Musée de l'Homme. Et on espère que quand ce mémorial verra le jour, on pourra organiser les cérémonies nationales du 10 mai et du 23 mai à cet endroit. Donc on espère sincèrement que ce mémorial verra le jour après maintes et maintes péripéties 2026, plus tard 2027. En tout cas avant la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron. Pourquoi à Paris? Parce que c'est un lieu central, c'est un lieu qui est accessible à tous, c'est un lieu où vous allez pouvoir facilement aller vous recueillir et même apprendre mieux de cette histoire, parce qu'au-delà de la liste des noms, on aura des plaques explicatives qui raconteront le temps long de l'histoire de l'esclavage, qui raconteront les luttes, les résistances aussi liées à l'abolition de l'esclavage. Et donc c'est important d'avoir un lieu central qui permet de raconter cette histoire. On procède étape par étape. On va avoir une grande exposition, on l'espère l'année prochaine. Et l'idée d'avoir une grande exposition, c'est aussi de montrer à la population française, à l'État, aux institutions qui décident de la création de ces lieux ou pas, qu'il y a des choses à raconter et qu'on peut le faire à travers un musée. Aujourd'hui, on nous dit souvent, vous avez un musée, c'est le musée de l'immigration. Faux, je n'accepte pas ça. On ne peut pas se dire que le musée de l'immigration est le lieu qui permet de raconter le temps long de l'histoire de l'esclavage. Et donc je pense qu'en France, et notamment en Hexagone, il nous manque un endroit physique qui nous permette de raconter cette histoire. Et donc c'est un de mes objectifs en tant que directrice de la Fondation, c'est que lorsqu'on signera nos prochaines conventions avec l'État, on puisse inscrire la création d'un musée futur. Et je vous ai dit des choses, vous ne vous rendez pas compte, c'est tellement pas officiel, mais faites avec, c'est trop bien. Allez-y, allez-y. Ça va peut-être faire bouger les lignes, hein, qui sait. Alors, pour vous, est-ce qu'il y a des figures importantes qui ont lutté contre l'esclavage? On a Toussaint Louverture, on a la Mulatresse Solitude, qui est d'origine guadeloupéenne, qui a été enfermée et elle était enceinte. On a Sanité Belair, on a beaucoup de figures importantes liées à la résistance. Et ce qui est important de dire sur ces figures-là, parmi tant d'autres, parce qu'il y a la question du marronnage, c'est de se dire qu'on a eu certes l'abolition de l'esclavage en 1848, que certes ça a été porté entre guillemets par des politiques et des personnes qui ont vraiment milité pour ça, mais que cette abolition n'a pu avoir lieu que parce qu'il y a eu des résistances dans les différents territoires. Est-ce que vous comprenez la colère des gens qui ont détruit les statues de Victor Schœlcher? Je peux la comprendre, oui. Je peux la comprendre. Je la comprends dans le sens où il me paraît important en fait qu'il puisse y avoir un rééquilibrage de cette histoire. Que ce soit en Hexagone ou en Outre-mer, on met en avant ces figures abolitionnistes. Et c'est important de les mettre en avant parce qu'elles ont contribué à l'abolition. Et on ne met quasiment jamais en avant toutes ces figures de lutte et de résistance. Et donc, quand il y a une colère, et une colère qui est en réalité saine et légitime, il est important de se poser la question d'où vient cette colère et pourquoi elle est là aujourd'hui. Donc, je comprends cette colère. À titre personnel, je pense que ce qu'il est important, c'est qu'on puisse avoir un rééquilibrage et qu'on ait des statues, des figures, des monuments, des mémoriaux qui mettent en avant justement toutes ces figures de la résistance. Parce qu'il manque une partie de cette histoire, mais je pense qu'il ne faut pas détruire, je pense qu'il faut rééquilibrer en investissant l'espace. Pour vous, c'est quoi la différence entre l'esclavage et la colonisation ? En fait, on dit histoire de l'esclavage, mais moi j'ai tendance à dire histoire de l'esclavage colonial. La colonisation vient après l'abolition de l'esclavage. Et pour raconter une petite anecdote, le premier régiment de tirailleurs sénégalais a été créé en 1857. Dans ce régiment-là, il y avait des anciens esclaves. Donc on est quand même dans une continuité. Donc c'est pour ça que je dis tout le temps histoire de l'esclavage colonial. Et ensuite on a la colonisation malheureusement qui a fait énormément de dégâts, qui raconte aussi une partie de notre histoire de France. Quand on parle de l'histoire de l'esclavage, et notamment les sujets de transmission de cette histoire, alors il y a deux objectifs. Le premier objectif, c'est d'inscrire l'histoire de l'esclavage colonial comme étant un des faits majeurs de notre société.
et comment, à travers les outils qu'on propose, les ressources pédagogiques, on lutte contre le racisme et les discriminations. Pour vous, quelle est la ville qui a subi le plus d'esclavage en France? On a des anciens ports négriers aujourd'hui, Nantes, Le Havre, La Rochelle, Lorient, Marseille aussi. Donc on a plusieurs villes qui ont permis que des personnes mises en esclavage se retrouvent dans ces villes-là. En quoi c'est important aussi que des villes qui ne sont pas concernées commémorent cette histoire-là? En fait, il faut considérer l'histoire de l'esclavage comme étant une histoire française, une histoire nationale. L'histoire de l'esclavage n'est pas uniquement une histoire de Noirs. Elle ne concerne pas uniquement les Outre-mer. C'est une histoire française. C'est important d'en parler partout, que ce soit dans l'école Victor Schœlcher, que ce soit au fin fond de la Creuse, que ce soit à Nice ou ailleurs. C'est important d'en parler parce que c'est une histoire française, c'est une histoire nationale et c'est une partie de cette histoire qui a façonné notre société d'aujourd'hui. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le marronnage? Alors le marronnage, qui vient du nom marron, est une forme de résistance d'anciens esclaves qui étaient dans les plantations et qui ont fui pour résister, qui ont créé ensuite des lieux en forêt et qui ont lutté pendant des années et des années jusqu'à l'abolition de l'esclavage. Beaucoup d'entre eux, malheureusement, ont été tués parce que les anciens esclavagistes, les anciens colons les pourchassaient à l'époque de l'esclavage. On a souvent dit ou accusé les anciens esclaves de se complaire dans cette situation. Ce qui est faux, c'est que depuis en fait le début de l'esclavage, les esclaves ont résisté. Ça s'est fait sous plusieurs formes, mais il y a toujours eu des résistances. Et donc le marronnage est une forme de résistance à l'esclavage. Tout à l'heure, vous nous avez parlé de réparation. Vous pouvez plus développer, s'il vous plaît? C'est un sujet qui est extrêmement difficile à aborder, mais c'est un sujet qu'il est temps d'ouvrir aujourd'hui. On a des descendants de cette histoire qui réclament réparation. C'est comment on répare une histoire extrêmement longue, mais où surtout il n'y a plus de personnes vivantes liées à cette histoire. Est-ce qu'on indemnise financièrement ces descendants d'esclaves? Mais comment on fait et comment on estime quelle valeur on peut donner à cette forme de réparation? Moi, je pense que la réparation, elle ne doit pas se prendre uniquement sous le prisme financier. Je pense que la première des choses à réparer, c'est de réduire et c'est même de supprimer les inégalités qu'il y a entre les territoires d'outre-mer et la France hexagonale. Regardez les inégalités qu'on a dans les territoires d'outre-mer, c'est extrêmement injuste. La vie chère, les écoles en Guyane, par exemple, où c'est catastrophique. La manière dont Mayotte, par exemple, le dernier cyclone Chido, où tout a été détruit à Mayotte et on a considéré qu'on n'était pas à France, alors que Mayotte, c'est la France. Corréler directement l'histoire de l'esclavage à ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est peut-être faire une corrélation trop facile. Néanmoins, une grande partie des inégalités de ces territoires dans les Outre-mer sont liées à cette histoire de l'esclavage. Une deuxième forme de réparation qui pourrait être importante, c'est que l'ensemble des Français connaissent mieux cette histoire et qu'on l'enseigne mieux à l'école, que ça fasse partie intégrante du récit national français, qu'on n'ait pas à se battre tous les jours pour dire que l'histoire de l'esclavage française, c'est une histoire de France et donc c'est important d'en parler. Que l'État se saisisse de ces questions-là pour mettre en place une réelle politique de lutte contre le racisme et les discriminations. Aujourd'hui, un jeune homme noir ou d'origine maghrébine a 20 fois plus de chances de se faire contrôler par la police qu'un homme blanc. Est-ce qu'on peut lier cela directement à une question de racisme? On peut se poser la question. Je pense qu'il est important de former l'État, de former les institutions, de former les gendarmes, les policiers, les collectivités territoriales à ces questions-là. Pour moi, c'est aussi ça, une forme de réparation. C'est quels moyens on met sur ces questions-là. Mais la première, c'est plus d'inégalités entre les territoires d'outre-mer et l'Hexagone. Et c'est les outils pédagogiques qu'on met en place pour mieux transmettre cette histoire en France et que ça soit mieux inscrit dans le récit national français. Mais déjà, ouvrir les discussions, en parler, ça serait déjà une bonne chose. Et vous êtes en fait des passeurs de mémoire et des ambassadeurs de mémoire. Il va falloir que vous luttiez. Vous allez devoir lutter. Je ne devrais pas vous dire ça, mais c'est une réalité. Et la société française est aussi celle-ci. Vous allez mener beaucoup de combats. Le fait d'être là aujourd'hui, c'est déjà de mener un combat. D'une, de prendre votre place dans cette société française. Deux, de ne laisser personne, mais personne, vous dire, un, vous n'avez pas votre place, que deux, vous n'êtes pas français parce qu'on va vous le rabâcher ad vitam aeternam, que l'actualité politique aujourd'hui n'arrête pas de stigmatiser une certaine partie de la population française. Ne laissez personne vous dire ça.
Et mieux vous connaîtrez votre histoire, mieux vous aurez ces armes pour vous défendre face à des gens qui pourront tenir des propos nauséabonds face à vous. Et le fait d'être là en face de vous aujourd'hui, pour moi, c'est génial parce que je vois cette jeune génération à qui on va pouvoir passer le relais. Ne lâchez rien. Franchement, vous êtes des combattantes et des combattants et c'est important aujourd'hui dans notre société. C'est important.